Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. L'occasion de rappeler que la majorité des enseignants sont des enseignantes, mais surtout de retracer l'histoire de la féminisation de ce corps enseignant. On va le faire avec l'historienne Stéphanie Dauphin, elle est l'invitée du Grand Oral. Brandon Noiret et son anti-sèche. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité expo et programme d'histoire. La Cité de l'Architecture à Paris, au Trocadéro, vous raconte l'épopée du métro parisien. L'heure de la récré est toujours avec Brandon, portrait d'un jeune Britannique qui a décroché 162 à un test de QI. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Célie Luton, dont on pousse chaque semaine les portes de la librairie, autour aujourd'hui de droits conquis par les femmes, droit de vote, droit de circuler librement, droit de disposer de son corps. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Être enseignant ne se conjugue pas de la même façon au masculin et au féminin. Voilà ce qu'on peut lire dans le livre qu'a dirigé notre invitée en cette journée internationale des droits des femmes. Nous allons donc avec elle remonter le fil du temps autour de ce livre. Son titre est « Les enseignantes en France, 16e, 20e siècle », sous-titre « Sexe, genre et identité professionnelle », un livre qui est sorti dans la collection Histoire des presses universitaires de Rennes. Stéphanie Dauphin, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Lille, spécialiste de l'histoire de l'éducation. Je vous avoue, quand j'ai ouvert le livre, je me suis dit, de toute façon, la place des femmes dans l'histoire de l'école, elles sont tellement nombreuses, il doit y avoir d'autres choses. Eh bien non, il n'y a pas tant de travaux de recherche que ça. Pourtant, les traces, elles existent et elles remontent au XVIe siècle. Oui, en effet, il y a encore beaucoup de chantiers à labourer sur l'histoire des femmes, parce que c'est finalement un sujet... Jacques Francillon évoquait la problématique que vous soulevez en disant que c'était un scandale historiographique, que la question des enseignantes n'était peu ou pas abordée, et quand elle était abordée, c'était sans aborder les questions de fond, c'est-à-dire la question de leur place dans l'institution scolaire et la manière dont elles ont pu s'imposer. Et ça a été un long cheminement et un long combat. Alors, qui culmine au 19e et au 20e siècle, mais qui commence dès le 16e. Il y a des traces d'enseignantes. Notamment à travers les procès qui ont lieu, parce que les femmes qui enseignent, notamment il y a un article qui soulève la question des maîtresses écrivaines qui sont considérées comme des fraudeuses, c'est-à-dire qu'on considère qu'elles n'ont pas leur place pour enseigner, alors qu'elles répondent à une réelle demande, une demande qui se passe à un moment stratégique parce qu'on est après la contre-réforme, et donc la question de l'enseignement et de l'éducation et de l'instruction des filles. Elle commence déjà à monter. C'est pas que le 19e siècle, c'est pas que les lois Guizot, Ferry, etc. La montée de l'éducation en France. Exactement. On est dans une continuité et c'est pour ça que le livre s'attache à mettre en perspective cette question. Cette place des femmes dans l'école, elle va entre autres monter parce que, à partir d'un certain moment, enseignante, c'est une des rares professions respectables ouvertes aux femmes. Tout à fait. C'est-à-dire que... Alors, je m'explique avec des guillemets, hein, c'est pour le vu par l'époque. Non, vous avez compris, c'était aussi pour au 19e siècle, quand on n'était pas dans une situation financière, on se retrouvait dans une situation de veuvage, etc., et qu'on voulait rester dans les normes sociales du temps, et ben, l'unique débouché réel, c'était en fait le monde de l'enseignement. Hein. Sinon, c'était le couvent. C'était le couvent. Ou alors l'atelier. Oui. À partir du moment où il y a des ateliers faveurs. C'est-à-dire, si on prend par exemple Paris, eh ben, les femmes qui se retrouvent en difficulté financière, l'unique débouché, si elles sont issues des catégories sociales supérieures, du moins de la classe moyenne, et donc l'unique débouché qu'elles ont, c'est bien sûr l'enseignement. Hein. Pendant longtemps, il y a néanmoins une incompatibilité supposée entre, je cite le livre, un destin social de mère éclairée et un destin professionnel d'éducatrice de son sexe. C'est aussi, et ça c'est une grande... j'allais dire une colonne vertébrale qu'on trouve dans quasiment tout le bouquin, c'est évidemment la femme comme mère, la femme enseignante. Oui, alors paradoxalement, on pense que la question de former les filles pour devenir de bonnes mères et de bonnes épouses déjà, puis après de bonnes mères, est liée beaucoup à la question des congrégations. Mais en fait, l'avènement de la Troisième République dans les années 1870-1880 et dans la continuité, je dirais même qu'elle est assez conservatrice. On va en reparler de cela. Par contre, je voudrais qu'on pose également cette base parce qu'elle est
constitutive de la montée en puissance des femmes dans l'éducation, c'est que dès le début, dites-vous, leur rôle s'accroît, mais toujours dans une forme de méfiance des autorités. Il y a un énorme contrôle des autorités. Alors, un contrôle qui est lié au discours qu'elles pourraient tenir, à la dimension morale, c'est-à-dire qu'elles doivent être un modèle, une référence. Et donc, quand elles ont une place, elles subissent le contrôle des autorités locales, des inspecteurs. On fait des enquêtes. Il y a un regard vigilant des familles. Très pointu des familles. On sent qu'elles ont peu de marge de manœuvre. Et au cœur de ça, il y a aussi la question de la neutralité politique qui est là. Parce que veut dire que certaines d'entre elles, et non des moindres, portent des combats aussi publics. Je pense évidemment, on lui a consacré une émission ici il n'y a pas longtemps à Louise Michel. Bien sûr, Louise Michel, mais il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que la fin du moins ce qu'on a appelé la Belle Époque, c'est un moment de l'émergence des combats féministes. Et important, et les enseignantes vont s'emparer de ces combats. Et elles vont se confronter aux autorités hiérarchiques qui sont très virulentes à leur égard, en disant, mais à ce moment-là, vous êtes dans le combat politique, vous n'êtes pas en cohérence par rapport à votre devoir de neutralité, et on met en question votre parole. Qu'est-ce que vous dites devant les élèves? Débat très contemporain, on va en reparler juste après l'anti-sèche, si vous le voulez bien. Il n'y a guère qu'en lycée professionnel que les femmes sont un peu moins nombreuses à enseigner que les hommes, et encore ça se joue à 1%. Partout ailleurs, elles sont majoritaires, parfois nettement. On continue à parler des enseignantes avec Stéphanie Dauphin, juste après l'anti-sèche. Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'Anti-Sèche nous emmène sous terre aujourd'hui. On embarque dans le métro parisien pour un grand voyage et une exposition intitulée Métro le Grand Paris en mouvement. C'est à la Cité de l'Architecture à Paris. Et oui, dans le 16e arrondissement. Alors l'origine du métro parisien remonte au début du 19e siècle, puisque c'est là que Paris connaît une croissance démographique considérable. On a aussi des rues bondées dans la capitale. Et la première proposition officielle remonte à 1845. C'est un ingénieur, il s'appelle Jean-Baptiste Godinot. Et lui, il a comme idée un réseau de chemins de fer souterrains. Bon, le problème, c'est que personne n'est vraiment convaincu. Le gouvernement n'y croit pas du tout. Ça coûte cher et ça pose de nombreux problèmes techniques. Bon, Londres dispose de son premier métro au monde, 1863. À New York, déjà aussi, 1871, on a un système de train surélevé à vapeur. Et à Paris, on a un omnibus avec ses 3 chevaux et à 2 étages. On avance à pas plus de 8 km/h. Bon, c'est pas terrible. Oh, ça vaut bien ce que font certains bus de nos jours. Oui, exactement. Bref. Parfois, avec les rues bondées, on n'avance pas plus vite. No comment. Et donc, on a surtout un homme et la Société des Amis parisiens, des monuments parisiens, cette Société des Amis, et un homme surtout qui se bat pour éviter tout métro à Paris, c'est Victor Hugo. Parce qu'il ne veut surtout pas qu'un métro surélevé vienne cacher en fait Notre-Dame de Paris, entre autres. La Société des Amis, c'est surtout pour le Louvre et d'autres monuments. Donc, il se bat jusqu'à la fin de sa vie pour éviter ce métro. Comme ça va, sa vie se termine en 1885, il faut attendre un petit peu. Voilà, et d'ailleurs, c'est à la fin du 19e siècle que le projet prend forme. 1896, là, le gouvernement est prêt. Et oui, on a Fulgence Bienvenu. Alors lui, c'est un ingénieur des ponts et chaussées. Il vient de Bretagne et c'est lui qui est à l'origine qui lance les travaux 1898. D'ailleurs, d'où le nom de la station Montparnasse de métro, Bienvenue. Montparnasse Bienvenue. Alors pourquoi à Montparnasse, c'est pas à Gare de l'Est ou Gare de Lyon? Ça va en Bretagne, il est breton. Exactement, voilà, Emmanuel, il connaît tout, on peut rien. Voilà, je pensais avoir cette petite amorce, c'est pas du tout, voilà, parce qu'effectivement, il est breton et il vient des Côtes d'Armor, donc cette gare ici. Donc lui, 3500 ouvriers jour et nuit qui travaillent durant 2 ans. Un métro qui est prévu pour la deuxième exposition universelle à Paris 1900, sauf que ça prend beaucoup trop de temps. Donc ce sera plutôt quelques semaines après cette première exposition avec une première ligne de métro, la numéro 1, qu'on connaît bien ici. On est sur la 1. Exactement, qui arrive à Pointe-de-Ville. Donc là, c'était de Porte-Maillot à Porte de Vincennes, seulement 18 stations au début. Donc au fil des décennies, on a ce métro qui s'étend de plus en plus dans tous les quartiers parisiens. Et après, dans les environs, en dehors de Paris, 1908, première ligne, la ligne 4 est ouverte avec la Seine qui est traversée en 1910 après cette crue historique. Ensuite, on a 1934, le métro sort de Paris avec l'inauguration de la ligne 9 et la première ville hors de Paris inaugurée, c'est Boulogne-Billancourt. 1948, on a la création de la Régie autonome des transports parisiens, comme disait Lina à l'époque. Après, clap de fin pour la première classe, 1991, et première automatisation, c'est 1998 avec la ligne 14. Combien de stations aujourd'hui? 308.
Et la plus grande, elle se trouve à Châtelet-les-Halles, la plus grande du monde. Du monde, je crois. Effectivement, oui, beaucoup trop de monde, malheureusement. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette exposition, donc rendez-vous dans le 16e, Cité de l'Architecture. On en apprend énormément sur l'histoire. Je me suis rendu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de documents d'archives, de cartes, de vidéos, beaucoup d'objets de collection aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'on parle du passé, mais on parle aussi de l'avenir. Oui, parce qu'il y a Grand Paris dans le titre. Exactement. Ça, le Grand Paris, c'est encore en train de se faire. 2030, effectivement. On a connaissance de tous les grands projets de la capitale, de la maire de Paris et de la RATP. Et l'exposition est sous le patronage du président de la République, Emmanuel Macron. Voilà. Exposition passionnante à découvrir pour en savoir plus sur l'histoire et sur les projets urbains futurs. Merci beaucoup, Brandon. Avec plaisir. On se retrouve pour la récré. Comme toujours. Grand oral. La charité, la patience et la douceur, qualités les plus prisées, sont immédiatement suivies de l'adresse, de la capacité, de la méthode, de la prudence, la discrétion, la prévoyance et la bonté. Voilà les qualités qu'on attribue aux femmes. Stéphanie Dauphin, je l'ai lu dans cet ouvrage, Les enseignantes en France, 16e, 20e siècle, qui est sorti aux presses universitaires de Rennes. Ouvrage absolument passionnant. Et donc la première qualité d'une femme qui enseigne, c'est pas d'être une bonne enseignante, c'est déjà d'être une femme. Et on lui balance tous les stéréotypes. C'est parce que ça remonte assez loin, même avant la Révolution française. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que la femme, par nature, est une mère, est une mère disponible pour s'occuper des enfants, et que finalement la première des qualités, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est le sacrifice aussi. Hein. Alors elle sait peut-être pas faire grand-chose, mais elle sait mieux expliquer, etc. Et elle est plus disponible, plus patiente, etc. Donc, et c'est intéressant parce que dans les rapports d'inspecteurs, qui pendant très longtemps n'ont pas été lus par les intéressés parce qu'elles n'y avaient pas accès, il y a une liberté de ton et une liberté de parole qui nous permet justement de retrouver une sorte de portrait robot de l'enseignante idéale. Elle a cette qualité rare de mener parfaitement une classe. Les professeurs hommes n'acquièrent généralement cette aisance qu'à force de pratique et de réflexion, certaines femmes atteignent d'emblée à ce niveau. Extrait d'un rapport d'inspection de l'époque que j'ai trouvé dans le bouquin. Il y a des remarques qui sont assez croustillantes, on peut le dire. Hein. Ouais. Mais alors, ce qui est extraordinaire, en tout cas, elles vont s'emparer finalement de ces stéréotypes, les femmes enseignantes, et elles vont en faire un atout. Il y a deux grandes choses, à mon avis, à dire. Ça, évidemment, tout le champ de l'école maternelle, on ne porte pas son nom pour rien, d'une part, et d'autre part, puisque précisément elles sont réputées être moins savantes que les hommes et être meilleures pédagogues, eh bien, elles vont s'emparer de la pédagogie et se passionner pour la pédagogie. Non seulement elles vont se passionner pour la pédagogie, mais elles vont professionnaliser leur métier. Et c'est de cette manière-là qu'elles vont sortir des stéréotypes, en montrant qu'elles ont des compétences particulières qui sont en lien avec les stéréotypes, mais qui les déconstruisent aussi en grande partie. Et elles vont montrer aussi qu'elles sont capables d'être dans la sphère éducative, dans des métiers d'encadrement. Et ça aussi, ça va poser de nouvelles questions, de nouveaux problèmes. Parce que pendant très longtemps, l'école était séparée en genres. Il y avait l'école des filles, l'école des garçons. Ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de concurrence entre les maîtres et les maîtresses, entre les enseignantes dans l'enseignement secondaire et les professeurs. C'était finalement deux mondes séparés. Ce qui permettait à des femmes d'accéder à des postes de responsabilité. Exactement. Et la mixité, de ce point de vue-là, n'a pas été une bonne chose pour les femmes. La mixité, ça a renforcé finalement la concurrence. C'est ça. Mais en même temps, au profit des hommes. Au profit des hommes. Mais en même temps, ça leur a permis d'avoir accès à des places et à développer leur présence dans des postes à responsabilité. Qu'elles n'avaient pas avant. Ouais, mais on a bien vu quand même, moi je me souviens, on parlait récemment de l'école normale supérieure, du moment où l'école normale supérieure, qui n'était pas mixte, l'est devenue, finalement il y a eu moins de place pour les étudiantes que pour les étudiants, parce que, pour un tas de raisons historiques. Vous l'évoquiez dans la première partie de l'émission, il y a une demande de moralité pour les enseignantes. C'est quand même mieux, je parle du 19e siècle, du début du 20e, c'est quand même mieux si elles sont célibataires, pour commencer. C'est toujours mieux quand elles sont célibataires, parce que finalement, on les considère comme des nonnes laïques. Hein. C'est ça. Et donc, des nonnes laïques, c'est par définition des femmes célibataires et qui se consacrent et qui se dévouent complètement à leur mission. À la limite,
elles peuvent épouser un enseignant. Ah oui, mais là, collègue. Là, on leur pardonne. Voilà. Là, on leur pardonne. Et d'ailleurs, il y a un texte dès 1886 qui mentionne le fait que si on a des proches dans la sphère éducative, on a le droit d'enseigner dans les écoles de garçons. Donc c'est une condition qui vous ouvre, entre guillemets, quelques portes. C'est peut-être excessif, mais qui vous permet d'accéder, du moins d'être présente dans les écoles de garçons. L'image de l'institutrice est celle d'une seconde mère éducatrice et rejoint les canons traditionnels de l'enseignante religieuse, humble, modeste, charitable, guidée par l'élan de la vocation et non par celui de faire carrière. Ça pose quand même un problème. Aujourd'hui encore, je fais un tout petit saut en avant, il y a quand même un plafond de verre pour ce qui est des postes de responsabilité, alors même que les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes à l'éducation nationale. Complètement, mais ce plafond de verre finalement est lié au rapport entre pouvoir et savoir. Parce que pendant très longtemps, le savoir, c'était les hommes qui détenaient, et les femmes, finalement, elles n'étaient pas là pour développer ni savoir ni carrière. Et donc, elles avaient mauvaise presse au sens exact du terme, parce qu'il y a toute une presse au XIXe siècle qui se déchaîne contre les femmes, et violemment. Même au moment de l'avènement de la Troisième République, on parle d'elles en bas bleu, femmes raisonneuses, etc. Et donc, il y a une réelle difficulté, véritablement, à avoir une évolution de carrière. Et cette question-là va évoluer finalement, va commencer à évoluer au moment de l'entre-deux-guerres. C'est ça. Et surtout dans les années... Et pas avant, et surtout dans les années 1950-1960. Je vous livre cette citation juste avant la récré. L'éducation, là on parle de la Révolution, fabrique les identités masculines en exaltant la figure du citoyen soldat défendant la patrie et forge celle de la mère républicaine capable d'engendrer des hommes libres. Donc même la Révolution, les débuts de la République ne sont pas spécialement favorables aux femmes de ce point de vue-là. Pas du tout. Pas du tout même. On retrouve Stéphanie Dauphin juste après la récré pour continuer en ce jour international des droits des femmes de parler des enseignantes en France. C'est à partir de cet ouvrage qui est sorti dans la collection Histoire des presses universitaires de Rennes. La récré. Vous l'avez trouvé plus brillant que vous. Ah oui, vous avez dû chercher, hein? C'est plus très dur. Un peu douloureux, non? Un peu douloureux. C'est très jeune, en fait. Vous nous faites le portrait d'un petit génie. Il a 12 ans, c'est-à-dire 2 ans de moins que vous. Oui, c'est ça, exactement. Dans la tête, c'est exactement ça, oui. Rory Bidwell, 12 ans, il est britannique et il est l'une des personnes les plus intelligentes au monde puisqu'il a obtenu, résultat de QI, 162. C'est le plus haut score possible. Ah oui, d'accord. À titre de comparaison, Albert Einstein et Stephen Hawking étaient estimés à 160. Seulement, à 12 ans quand même, c'est assez... Ils étaient un peu limités quand même. Quand même? Oui, totalement. Oui. Non, mais le QI moyen d'un individu, c'est 100 quand même, donc il est extrêmement doué. Vous connaissez votre QI ou pas du tout? 12. 12, non, sérieusement, vous n'avez jamais fait le test? jamais fait le test. Mais on peut faire un test gratuitement sur Internet. Bon, non, je crois que c'est pas... On a prévenu ici qu'il fallait se méfier un peu de ces choses-là quand même. Effectivement. Il vaut mieux se faire encadrer. Surtout, il ne faut pas en tirer de conclusion active. Exactement. Donc, il a été contacté par l'association très prestigieuse Mensac, et celle où on regroupe les plus intelligents au monde. C'est seulement 2% de la planète. Et vous faisiez quoi, Emmanuel, à 2 ans? Vous voulez vraiment savoir, hein? Ah oui, Aucun souvenir. J'enquêterai pour la semaine prochaine. Eh bien, lui, il réussissait à terminer tout seul des puzzles de 100 pièces. Ah oui, d'accord. Et à 8 ans, qu'est-ce que vous faisiez là? Vous savez peut-être, vous avez des souvenirs. Ah oui, 8 ans, je sais pas. Et bien lui, il a terminé l'ensemble des livres des romans Harry Potter pendant le confinement. C'est 1 million de mots quand même. Pas mal à 8 ans. Donc voilà, un QI assez incroyable. Et vous savez quelle est sa passion, ce jeune homme? Eh bien, il adore les jeux vidéo, notamment Fortnite. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Grand scientifique, savant. Grand scientifique. Eh bien non. Footballeur professionnel. Ah ça j'avais ce genre de rêve. Voilà. C'est c'est un garçon normal. Hein. Et voilà. Il peut être brillant et en même temps très bon sur le terrain. Tu finiras sur School TV, il n'y a pas de problème. On verra dans quelques années. Peut-être qu'on a notre futur Kylian Mbappé. Oui, il est anglais. Harry Kane, non, plutôt. Voilà, plutôt ça. Si, il est anglais. Merci beaucoup, cher Brandon. Grand oral, Stéphanie Dauphin. Les femmes représentent 70,6% des enseignants du secteur public. C'est un petit peu plus dans le privé, 74%. Elles sont 84,8% dans le premier degré. Je ne vous abreuve pas de chiffres, mais c'est quand même pour vous donner l'idée de l'importance du nombre de femmes dans l'éducation. Résultat, une longue histoire que retrace, c'est le résultat d'une longue histoire que retrace le livre Les enseignantes en France, 16e, 20e siècle, sous-titre Sexe, genre et identité professionnelle, qui vient de sortir aux presses universitaires de Rennes. Pendant longtemps quand même, les femmes dans les écoles
l'école sont cantonnés à des tâches moins nobles, et notamment les disciplines les plus réputées leur sont, dans le meilleur des cas, pas réservées, et plus souvent, on les en exclut. Du moins, le moment où on peut identifier justement ce rapport à la question disciplinaire, c'est au moment de la création des lycées de filles. Parce que les lycées, normalement, leur finalité, c'est le baccalauréat. Le baccalauréat des garçons n'est pas équivalent au baccalauréat des filles. Donc, on est obligé de constituer une élite féminine pour pouvoir préparer les jeunes filles à un diplôme de second degré. Et cette élite va passer une agrégation, mais une agrégation soit de lettres, soit de sciences, qui est une agrégation générale et non pas disciplinaire. Donc les humanités, la philosophie, c'est-à-dire le grec et le latin, etc. En fait, les disciplines nobles ne sont pas faites pour elles. Voilà, on rappelle qu'à l'époque, le latin et le grec étaient les disciplines les plus recherchées de l'éducation, puisqu'on est au 19e siècle. Ça a un petit peu changé maintenant. Ceci étant, ça reste vrai aujourd'hui. Elles sont plus souvent professeurs de lettres. Et dites-vous, alors je ne crois pas que cet article soit de vous, mais bref, dans des disciplines où souvent il y a plus de copies à corriger, voilà, elles continuent à faire général, oui, elles sont un boulot plus dur. Exactement, elles sont surreprésentées dans les disciplines littéraires et dans les disciplines scientifiques, elles sont moins présentes, même si les choses commencent à évoluer depuis quelques années, mais ça reste une réalité. Avec des parcours, et notamment des parcours éventuellement dans la hiérarchie, qui commencent à bifurquer dès la trentaine, dès l'âge du premier enfant, on voit que les trajectoires professionnelles des hommes et des femmes divergent. Et ça reste vrai. Ça reste vrai parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autocensure de la part des femmes, c'est-à-dire qu'elles essayent toujours de trouver une harmonisation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, parce que finalement, les stéréotypes ont la dent dure. Souvent, les hommes font carrière et les femmes, finalement, font carrière plus tard, une fois que les enfants sont élevés. Elles pensent à elles différemment et elles osent passer l'agrégation, reprendre des études, finalement avoir des ambitions qu'elles ont tues. Donc ça crée d'énormes frustrations. Et résultat, moins de chefs d'établissement, moins d'inspectrices, aussi bien d'éducation nationale que d'inspectrices générales. Et ça depuis la fin de la mixité. Longtemps, la féminisation de la profession, elle est allée de pair avec une dépréciation de cette profession. Et ça, c'est vrai dans tous les métiers, pas seulement, on dit voilà, c'est de plus en plus de femmes, c'est que ça déprécie. Vous dites que si le prestige des enseignants n'est plus le même qu'au début du XXe siècle, c'est pas la féminisation de la profession qui est en cause, mais c'est la place de l'école dans une société plus éduquée qui a profondément changé. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, deux intellectuels, Antoine Garapon et... qui lui est juriste. Ok, oui, et Marcel Gaucher, s'était permis de dire que finalement le problème de l'école, c'était sa féminisation, le fait que les femmes soient surreprésentées. En fait, ce n'est pas le problème. Je rappelle que pendant très longtemps, c'était un travail masculin. Être enseignant, c'était un métier d'homme. C'est devenu progressivement un métier plutôt féminin, mais par choix. Et finalement, le fait que l'école, du moins que la féminisation soit présente, ce n'est en rien une dégradation justement de l'école. C'est la crise de l'école qui justement est la place des savoirs qui explique justement la dégradation du système scolaire. Et c'est nullement la place des femmes dans cette institution. Stéphanie Dauphin, il y a plein d'articles. C'est un ouvrage collectif que vous avez dirigé, les enseignantes en France. Moi, on a essayé de donner un panorama le plus général possible dans cette émission. Mais est-ce que vous-même, bien qu'étant spécialiste du secteur, il y a des recherches qui vous ont surprise, troublé, des trucs que vous avez appris? J'ai particulièrement apprécié les travaux de Marlène Kakou-Bito parce que ça nous permet justement de développer l'interdisciplinarité, la socio-histoire qui est capitale dans la compréhension justement de ces parcours. Le fait justement de faire intervenir des chercheurs qui s'intéressent à la période moderne permet de mettre en perspective justement cette longue évolution et de montrer que finalement les problématiques et les questionnements qui s'imposent au 19e et au 20e siècle jusqu'à aujourd'hui finalement remontent à très loin. Voilà, ça vous plaît ce genre de conclusion de Brandon. Brandon est passionné d'histoire, il faut le savoir. Ah oui, quand on lui explique que les choses remontent à loin, ça le passionne. On va rester sur cette thématique des droits des femmes en ce 8 mars. Si vous voulez bien, vous restez avec nous. On va pousser les portes de la librairie de Célie Luton pour des conseils de lecture pour les enfants et les adolescents. Brandon, merci beaucoup. Merci, Célie Luton, la librairie.
Vous avez tous les droits, tous les jours, le droit de pousser les portes de la librairie de Céline Luton, de la vraie librairie qui est à Paris dans le 17e, la librairie des enfants. Mais en ce 8 mars, on va les pousser pour parler des droits, de plusieurs droits conquis par les femmes. Mais oui, des droits pour les femmes. Comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et avec ces 3 livres, nous allons justement initier, sensibiliser les jeunes filles et les jeunes garçons à l'égalité. Avec un premier ouvrage aux éditions Petites et Grandes consacré à Emmeline Pankhurst. C'est de Anna Sanfilippo et de Lisbeth Kaiser. Emmeline Pankhurst, si vous êtes fidèle de cette émission, on a parlé d'elle il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait la rediffusion du film Les Suffragettes avec Meryl Streep. Exactement. Et là, nous allons aller sur l'enfance d'Emmeline, petite fille née à Manchester, qui a toujours été inspirée par des héroïnes. Elle a toujours été sensible à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et elle va être justement la figure de proue dans son engagement pour acquérir le droit des femmes, le droit de vote pour les femmes au Royaume-Uni. Elle-même grande lectrice et on la voit lire un bouquin sur la Révolution française. Oui, elle a appris à lire à 3 ans. Ah oui, Oui. Ah bah voilà, elle est encore mieux que notre petit, C'est ça. que notre petit anglais qui a un gros, qui a un gros coï. Collection Petite et Grande, on en dit un mot parce que c'est une collection importante. Oui, il y en a plein. Donc ça, c'est traduit dans énormément de langues. Il y a plein de petites et qui sont devenues des grandes femmes dans leur. C'est les rôles modèles, quoi. C'est des femmes un peu exemplaires. Ah bah vous avez tout. Vous avez Frida Kahlo, Marie Curie, Mère Teresa et plein d'autres. Donc on a le droit de vote des femmes ici. Oui. C'est le premier pays qui a donné le droit de vote aux femmes? Non, c'était la Nouvelle-Zélande, le 1893. 13. Voilà. C'était Bien en pas avance si longtemps, mais sur la France. Oui. Deuxième ouvrage. Quel âge, pardon, c'est pour les petits, ça? Oui, à 6, partir 7 de ans. 3 ans. Même 3 ans. Allez, on y va. Cora et la voiture, Margaret Penrose dans une très jolie édition. Je ne sais pas à quel point ça passe. Regardez, je vous la fais un petit peu moirée. Oui, c'est chic, Montrer. c'est doré. C'est doré. Alors là, après le droit des femmes, nous allons aller sur le droit de libre circulation. Cora a une voiture pour ses 16 ans. C'est sa voiture et il est hors de question qu'elle se laisse dicter sa conduite par qui que ce soit, femme ou homme. Petit roman de Margaret Penrose, c'est chez Novell, dans une collection qui s'appelle les Vintage Sisters. Oui, nous allons redécouvrir les grandes héroïnes de la littérature américaine pour enfants et c'est vraiment bien traduit, à découvrir à partir de 9 ans, c'est petit bijou. Super. 9 ans, vous l'avez dit. Et enfin, on ne pouvait pas manquer un Mario de Muraille, la fille du docteur Baudouin. On est sur quel droit alors? Alors le droit à disposer de son propre corps et notamment le droit à l'IVG. Voilà. C'est d'actualité. Eh bien oui, bien sûr. C'est dans la collection Medium Plus Poche de l'école des loisirs. Vous nous racontez un peu l'histoire? Alors c'est l'histoire de Violaine, une jeune fille. Elle a eu un amoureux. Elle est tombée enceinte. C'est un accident, mais Violaine est confrontée à un choix, une lourde décision, un choix de raison. Son père est médecin, mais oui, parce non. que la fille du docteur Baudouin, c'est elle. Eh bien, c'est elle, bien sûr. Mais voilà. au lieu d'aller voir Monsieur Baudouin, elle va aller voir Monsieur Chasseloup, qui lui est le jeune médecin du cabinet, qui va devoir comprendre et apprivoiser justement cette jeune fille qui cache son secret. Si d'aventure vous n'êtes pas familier du travail et des œuvres de Mario de Muraille, on peut redire, ça se caractérise toujours par des galeries de personnages très touchante, très réaliste. En fait, l'écriture est faite avec tact et sincérité et de l'humour. Le talent de Mario de Muraille, c'est de nous faire découvrir les grands sujets de société. Il n'y a pas de sujet tabou s'il est bien traité. Mario de Muraille, à l'école des loisirs. Donc là, on est à partir de quoi, 13 ? Oui, à partir de 13 ans. Oui. Super. C'est important, les rôles modèles, les exemples, à votre avis, pour les femmes, de pouvoir documenter cette histoire. Et c'est important, et puis c'est important aussi d'avoir des modèles accessibles aux femmes. Parce que souvent, on a des héroïnes qui sont inaccessibles. Et oui, si on prend juste les astronautes et les voilà, c'est championnes ça. Il olympiques, faut c'est un peu que compliqué. véritablement les jeunes filles, les petites filles puissent s'identifier par rapport à des modèles qui leur parlent directement. Hein. Voilà. Et notamment, les garçons, vous avez aussi le droit de lire ce genre de livre. Oui, bien sûr. Oui, voilà. pour tout le monde, oui. C'est le problème dans les programmes d'histoire, hein, où on a des grandes héroïnes femmes, mais finalement les femmes du peuple sont relativement peu présentes. Hein. Sauf quand elles deviennent des héroïnes, comme Louise Michel qu'on citait tout à l'heure. Par exemple. Merci beaucoup Stéphanie Dauphin, les enseignantes en France. Donc ça, c'est à partir de un peu plus que 13 ans ou 18 ans. Ceci étant, ça se lit extrêmement bien, avec beaucoup de plaisir. Merci de nous avoir rendu visite. Céline, merci beaucoup de nous avoir proposé ces ouvrages. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Benjamin Réglin au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son, Angèle Jean-Gira à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.